Voilà, bonjour ou rebonjour plutôt. Alors après les discours introductifs de ce matin et la diffusion de ce film, j'espère qu'il vous a intéressé. On va rentrer dans le vif, dans le muscle de ce congrès, puisque jusqu'à 16 heures, les présidents de fédération que vous reconnaissez, qui sont ici, vont répondre aux questions de la salle. On a intitulé cette séquence « Les HLM, un modèle français ». C'est vrai que ce n'est pas une forme de nostalgie, ce n'est pas une forme d'accusation, mais le modèle du logement social depuis 2 ans, et vous le savez, a été discuté, critiqué. La loi Elan pose de nouvelles bases sur lesquelles on peut tout de même s'interroger et sur lesquelles vont être interrogés les présidentes et présidents de fédérations qui ont pris place à cette tribune. Alors, faut-il vous les présenter? Eh bien oui, d'abord parce que c'est peut-être votre premier congrès, peut-être ensuite et surtout parce qu'il y a un petit nouveau, et puis parce que c'est mon boulot. Donc je vais vous présenter pas Jean-Louis Dumont, qui n'est pas petit nouveau, non, président de l'Union sociale pour l'habitat. Alors on m'a dit, à 15h45, Jean-Louis Dumont, il faut que je vous expulse de la table ronde. Je ne sais pas pourquoi, mais vous savez pourquoi, peu importe. Yannick Borde, président de Procivis. Valérie Fournier, à côté de moi, présidente de la Fédération des ESH, Marie-Noëlle Lindemann, présidente de la Fédération des COP, HLN, Denis Rambaud, président de la FNAR, et puis c'est vous, pas le petit nouveau, mais le président de l'OPH, Marcel Rogemont, président de la Fédération des OPH. Soyez le bienvenu, évidemment, à cette tribune. Comment ça va se dérouler? Vous pouvez les applaudir, c'est vrai. D'abord, ça va vous réveiller un petit peu. Et ensuite, ça leur fait plaisir. Comment ça va se passer? Alors, la parole est à la salle, c'est-à-dire que nous avons sollicité un certain nombre d'organismes représentatifs en leur demandant s'ils avaient des questions. Ces questions, ils ont été évidemment libres de les penser, de les écrire. Ils nous les ont adressées tout à fait librement et on s'est juste permis de les regroupés par thème afin de pouvoir en prendre plus et puis de pouvoir un peu ordonner les réponses des présidents. On va donc les écouter par bloc de 2 ou 3 et puis les présidents leur répondront également tout à fait librement. Par ailleurs, je vous signale toujours que vous avez à votre disposition le hashtag Congrès HLM sur lequel vous pouvez réagir, poster des commentaires, des réactions, vos encouragements, vos énervements. Vous n'hésitez pas, c'est très important. Allez, on va tout de suite passer aux premières questions. Alors, il y a 2 pupitres qui ont été prédisposés dans cette salle. On va commencer par cette question un bloc de questions de ce côté-ci. Vous serez gentil, quand vous êtes au pupitre, de vous présenter avant de poser votre question et de poser une question qui ne sera pas trop longue, s'il vous plaît. Merci. Donc, Jocelyne Herbinski, je représente la Confédération nationale du logement. Alors, mon intervention ne sera pas uniquement composée d'une question, mais également d'un rappel d'une situation. D'un petit commentaire, ben voilà. Commentaire, si c'est un petit commentaire, ça va. Si voilà. C'est un long commentaire, je me fâche. Donc, mon intervention concernait les programmes de renouvellement urbain. Cependant, nous constatons que la situation actuelle du logement social français est en danger, et notamment par le biais d'une baisse importante de la participation de l'État au financement, à savoir 0 € au Fonds national des aides à la pierre pour 2019. Après une mesure qui a été prise de prélèvement, on va dire, sur les organismes de logement social qui s'appelle la réduction de loyer de solidarité, qui vient impacter de plein fouet la trésorerie des bailleurs sociaux, sur notamment, du moins qui conduit à une baisse significative des projets de renouvellement urbain. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, plutôt d'une baisse significative de la réhabilitation. Donc, notre question, elle est de dire comment, dans un contexte où les bailleurs sont en difficulté financière,
Ils ont accepté quand même de verser au fonds de la rénovation urbaine 2 milliards d'euros. Cela signifie pour nous des contreparties très lourdes pour les locataires, qui sont les premiers contributeurs du budget des organismes, et qui se traduit par des augmentations de loyers souvent portées au prix plafond, une troisième ligne de quittance, et également, on le constate de plus en plus, sous couvert d'ouvrir les quartiers à une autre population, une réhabilitation lourde et un déconventionnement des loyers. Donc ma question, c'est comment le financement de l'ensemble des partenaires vient réduire la participation des locataires et je crois également participer un peu plus, puisque nous sommes dans un nouveau programme qui incluait une participation aux codécisionnaires à ces nouveaux projets. Bon, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de participation, et notamment des associations représentant les locataires. D'accord. Merci, madame. Pas plus de 2 minutes sur les questions. Vous pouvez l'applaudir si vous êtes d'accord avec cette question. On va tout de suite prendre une autre question au même endroit. Je vois s'approcher Christophe Robert, si je le reconnais bien, de la Fondation Abbé Pierre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, posez votre question. Oui, l'inquiétude que nous avons, c'est au-delà des soucis sur la capacité de produire un volume de logements sociaux très important à moyen et long terme, du fait des coupes importantes, la RLS, l'augmentation de la TVA. Notre inquiétude, c'est le niveau des loyers de sortie des logements sociaux neufs produits. On l'a vu, la baisse des APL, la baisse du budget dédié aux APL, c'est vrai des mesures de ce gouvernement depuis 2 ans, mais c'est vrai aussi depuis une quinzaine d'années. On produit un décrochage par rapport au niveau des loyers dans les logements neufs du logement social, y compris dans le logement très social, PLAI, quand il y a des majorations, etc. Donc on a eu un décrochage, alors que dans les années 2000, on avait justement fait coïncider ces 2 niveaux, c'est-à-dire les APL. Pour quelqu'un qui était très fragile, ça permettait de rentrer dans du logement social à un niveau de loyer stabilisé. Ça nous inquiète énormément, sachant que les économies récentes risquent de renforcer ce phénomène-là pour les bailleurs sociaux qui voudraient s'engager dans une production très sociale, à des niveaux accessibles. Et on voit aujourd'hui que des personnes à très faibles ressources, sans même parler des très pauvres, ne peuvent pas rentrer dans du logement social neuf. C'est un énorme problème. Nous avons conscience à la Fondation Abbé Pierre que le logement social n'est pas que pour les pauvres et les modestes, qu'il y a une logique de mixité, de diversité de public. Néanmoins, il faut qu'ils puissent jouer ce rôle-là. Et donc, la question de la mise en œuvre du logement d'abord, dont parlait le ministre ce matin, de pouvoir aussi de ce secteur HLM jouer son rôle très social, reste posée plus que jamais aujourd'hui. Donc nous appelons le gouvernement à donner des moyens au secteur HLM pour arriver à faire sortir au moins la moitié de la production au niveau des plafonds APL, donc bien solvabilisés et donc possible pour les plus pauvres. Et je voudrais savoir ce que le mouvement HLM est prêt à faire dans ce sens-là, si on se fixait un objectif de moitié de la production à des niveaux compatibles avec les APL, avec des aides de l'État. Je pense qu'on pourrait résoudre beaucoup de problèmes de nos concitoyens. Nous, on contribue au financement de logements sociaux et je peux vous assurer que même des gens qui ont les très faibles ressources, si on a un logement au niveau des loyers APL avec des logements économes en charge, on arrive à proposer des solutions à nos concitoyens les plus fragiles. Merci à vous, Christophe Robert. Alors, autant de questions. 2 premières questions, finalement, vous l'entendez, sur la pérennité du modèle financier des HLM. Qui est-ce qui veut commencer? Marcel Rogemont, je vous sens bouillant. Non, mais je veux dire 2-3 mots pour répondre à Christophe Robert. Le logement d'abord, c'est d'abord des logements. Et si on veut des logements à des tarifications de sortie qui soient compatibles avec les ménages les plus modestes, il faut une intervention publique. Il faut la TVA à 5,5 pour l'ensemble des investissements réalisés par les HLM. Nous avons réussi
à récupérer une partie des 5,5 et je réponds à la première question pour les questions qui intéressent l'ANRU, d'accord? Mais c'est un premier pas. Il faut faire plus, PLUS, d'accord? Il faut toujours faire plus pour reconquérir la TVA à 5,5. On ne peut pas demander plus de logements HLM s'il n'y a pas de financement du logement HLM. Alors après, il y a d'autres moyens qui sont suggérés et sur lesquels, bien sûr, on aura peut-être l'occasion de revenir. Un mot sur les PLAI qui sortent éventuellement. Moi, je suis dans une région, à Rennes, où le département d'Ille-et-Vilaine, je sors les PLAI à 4,80 à peu près, et je sors les PLUS à 5, 5,20. Voilà. Il est évident que si, au mètre carré, d'accord, vous connaissez le sujet, si je veux avoir des logements encore plus bas en taux en sortie, bah écoutez, il faut téléphoner à Éric Lombard, là, qui est directeur général de la Caisse des dépôts, ou téléphoner à M. Darmanin, qui est ministre du Budget, en lui disant « Eh oh, les 500 millions là, que vous piquez sur les fonds d'épargne pour aller faire les fins de parcours du budget de l'État, mettez-les pour le logement social, mettez-les pour les investissements publics. Je rappelle que le livret A est fait pour ça, pas pour financer les fins de mois du budget de l'État. Donc il faut être très clair là-dessus. Il y a effectivement, et j'interroge la Caisse des dépôts qui fait beaucoup de choses pour nous, hein, soyons très clairs, mais on peut faire plus. Voilà. Je termine mon propos parce qu'il faut quand même être très concis, absolument. Très concis. Ça, je le suis pour l'instant, je n'ai abordé que quelques sujets. C'est pour l'instant qui m'inquiète, mais bon. C'est pour l'instant. Je veux revenir sur une chose qui me paraît importante puisqu'on parle des APL. Bon, les APL ont été créés en 1977 pour les locataires HLM, en 1990 pour tout le monde, et depuis 2018, on est en train de dire on en met trop pour les logements HLM, pour les locataires HLM. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on pique de l'argent aux organismes d'HLM, donc sur les loyers des locataires, pour financer les APL qu'ils vont toucher. Ce n'est pas normal. Avec 1,3 milliard de baisse des APL financées par les loyers des locataires, ça fait 16% des APL qui sont financés par les locataires eux-mêmes. Je trouve ça intolérable. Et donc là aussi, il faut s'interpeller les uns et les autres pour qu'il y ait une plus grande clarté sur l'emploi des moyens qui sont offerts normalement au logement social. Alors maintenant, on y reviendra peut-être après, mais je vais m'arrêter là. On vous parle du RUA. RUA, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Le revenu universel d'activité. Voilà, vous avez raison. Alors s'il est universel, c'est comme les allocations familiales, il s'adresse à tout le monde, il ne peut pas être d'activité. Ou alors c'est un revenu d'activité, ou c'est un revenu universel. On est bien d'accord. Donc il y a une faute de français, ça commence mal. Et quand en plus de ça, on va mettre les APL dans le revenu, j'ose pas dire universel, quand on va mettre les APL dedans, sachant qu'il n'y a pas de non-recours pour les APL, mais que c'est plutôt sur le RSA, donc je ne vous fais pas un dessin sur la réalité, mais le ministre tout à l'heure, il a changé. Avant c'était un complément logement, maintenant c'est un supplément logement. Eh ben, je propose au ministre que le complément logement ou le supplément logement, on appelle ça APL. Comme ça, on s'y retrouvera. Voilà, va. Marcel Rojon, je m'étais dit, je vais commencer avec vous parce que vous allez être impressionné, vous n'allez pas oser faire une réponse. Valérie Fournier. C'est APL fléché, versé directement aux organismes HLM. Je pense que les deux questions, elles posent, au-delà de notre actualité et de notre négociation, elles posent deux sujets. Elles posent un premier sujet, et que ce soit sur la première question ou sur la deuxième question, comme vient de le dire Marcel, il est bien évident que le maintien d'aides publiques pour faire fonctionner le logement social, pour lui permettre de produire, est un élément fort du modèle et un élément indispensable. Aucun organisme HLM ne peut dire que moins on a d'aides publiques, plus on va produire de logements, et inversement. Par contre, je pense que dans les deux questions qui sont posées, il y a deux sujets finalement qui n'ont peut-être pas été abordés par Marcel. D'abord, qui est celui de la concertation. Je pense qu'effectivement, que ce soit sur les projets en rue et de manière globale, nous avons encore des
des progrès à faire en matière de concertation locative, que nous avons des progrès à faire dans nos échanges avec les parties prenantes et particulièrement avec les locataires, mais de manière générale, et que ça nous permettra, et au travers des 2 questions, que le sujet, c'est finalement l'essence même du thème de ce congrès, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le modèle français du logement social, à qui il s'adresse, et nous continuons à porter un modèle divers, généraliste, qui permet de répondre à tous les gens qui ont des difficultés de logement, mais aussi de répondre, comme l'a dit Christophe Robert, aux gens qui sont les plus en difficulté. Yannick Borde. Sur une partie un peu différente peut-être, mais pour résumer des éléments qui ont été évoqués par les 2 intervenants, on a bien vu ces dernières années la RLS arriver, les remises en cause des taux de TVA, et certainement des choses qui peuvent poindre demain ou des risques qui peuvent apparaître. Je pense que ce qu'il faut en permanence réaffirmer quand même dans cette période-là, c'est que le modèle financier tel qu'il a été conçu, et ça a été dit ce matin dans les propos à la fois de Jean-Louis Dumont et des autres intervenants, il a quand même montré sa robustesse. C'est-à-dire que malgré tout un tas de tentatives, malgré tout un tas d'évolutions au fil des années, le modèle de financement du logement social, il est toujours puissant et toujours résistant. Et il permet toujours de travailler. Et notamment, le volet via les fonds d'épargne et via la mécanique du livret A. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est à peu près 80% des financements qui sont réalisés via le circuit de la Caisse des dépôts. Mais peut-être faut-il aussi rentrer dans une diversification un petit peu plus forte sur ces questions-là et essayer de générer peut-être des modèles de refinancement qui permettront peut-être de répondre notamment à l'interpellation de Christophe Robert sur la question des loyers. Donc là, il ne faut pas avoir peur d'imaginer et tenter d'innover. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, parce qu'elle est dans l'air, et Julien de Normandie, ce matin, l'a bien souligné, quand on parle financement, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de financement de l'opération, on parle de financement des organismes, et quand on commence à parler de financement des organismes, on tombe dans ce débat sur les risques de financiarisation ou de captation du secteur HLM. Et ça a été affirmé par Julien de Normandie, ça a été affirmé fortement par Jean-Louis Dumont ce matin. Je pense qu'on est tous aujourd'hui d'accord au moins sur ce principe-là, qu'il faut combattre cette idée-là. Et faire en sorte que, par l'évolution de nos opérations de financement, on arrive justement à se passer de cette solution. Donc n'ayons pas peur non plus de faire évoluer certaines habitudes. Le modèle des fonds d'épargne, il a énormément de vertus. Il a notamment une qualité forte, c'est que l'ensemble des organismes peuvent y accéder pratiquement sans différenciation. Et ça, c'est essentiel pour 2 choses. La première, c'est qu'il faut préserver quand même la finalité sociale de notre action. Et puis, il faut aussi préserver cette capacité à intervenir sur tout le territoire, ce rôle d'aménageur du territoire. Et demain, si on a ces différenciations un peu trop fortes, faisons très attention au fait que ceux qui nous soutiendront ne soutiendront que là où les marchés sont puissants, éventuellement transformables demain, etc. Donc attention à ces raisonnements-là. Denis Rambaud ou Marie-Noëlle Lindemann, si vous voulez d'abord. Moi, je voudrais compléter les propos des collègues. Il y a le défi du nouveau modèle économique. Il y a le défi qui a à peine été évoqué, mais qui sera évoqué après, du regroupement, du tissu des organismes. On est un peu plus de 700 organismes HLM en France. 300 vont être impactés d'une manière ou d'une autre par des regroupements à des tailles très différentes. Et ça rejoint la question posée par la représentante de la CNL. Ce qu'il faut qu'on arrive à inventer maintenant, c'est quid de la proximité. On reprochait à certains, en tout cas c'est ce que j'ai compris de la question de la CNL, qu'il n'y ait pas beaucoup de relations dans la coproduction avec les locataires. Si on arrive à des organismes HLM qui deviennent de plus en plus grands, il faut qu'on réinvente un système de coproduction, de proximité, de rapport aux collectivités locales. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits entre les partenaires individuels, les organismes HLM et les collectivités en charge de tout ce qui est PRU. Il faut que dans l'association des habitants, plus on organise, plus ça s'agrandit, plus il fait inventer autre chose. J'ai rencontré au titre de la FNAR les présidents des gros groupes, Bruno Arcadipan, André Hichet. Prochain rendez-vous se fera avec Habitat en région, c'est déjà posé. Mais il faut qu'on arrive à réinventer avec les associations régionales l'élément de proximité. Ça s'appelle un défi et ce défi, il faut qu'on le gagne. Marie-Noëlle Lindemann.
Alors, je voudrais d'abord dire que je pense que le modèle français du logement social, non seulement est robuste, mais c'est un modèle d'avenir. Parce que nous sommes dans une période où certains sont tentés par la financiarisation pour alléger la partie du livret A dans le financement de notre logement social. Or, si vous lisez les journaux et si vous regardez ce qui se passe dans les bourses étrangères, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière. Et je me rappelle qu'à certains moments, on nous faisait le même genre de conseils. Il faut vous diversifier, il faut savoir être fluide, il faut savoir être dans l'air du temps. Agile. Et certains avaient pris des swaps, des machins, etc. Et puis après, bonjour, les emprunts toxiques. Donc là, on a un système qui est sain, solide, inscrit dans la durée. Et comme Yannick, je pense qu'à la marge, on peut toujours faire des choses, parce que rien n'est monobloc. Mais globalement, il faut qu'on défende cette affaire-là. Pour autant, il y a une faiblesse quand même actuelle dans notre modèle. Alors, pas tellement quand on se compare aux autres, mais dans l'absolu par rapport à l'attente des Français, c'est quand même que même le logement social est trop cher pour une large partie de la population. Il y a la partie dont a parlé Christophe Robert, mais un smicard ou une infirmière aux urgences qui travaille seule ou qui a un enfant et truc, eh ben, le logement, même social, est cher par rapport à son salaire. Donc on a devant nous cette grande question du prix de la quittance, dans lequel il y a le loyer et il y a les charges locatives. Et là, je pense que le mouvement a conscience que s'investir massivement dans la rénovation énergétique et d'arriver à maîtriser les quittances par toute une série d'innovations diverses et variées est une priorité absolue. Néanmoins, il reste le loyer. Et le loyer reste le gros, quand même, du paquet. Et là, il y a, pour moi, la crise du logement en France, c'est une double crise qui n'est pas celle du logement. C'est la crise de la rente foncière accumulée qui explose dans notre pays. Vous savez, quand on se compare aux Allemands, on dit que les Français sont plus riches que les Allemands, les Français citoyens. En réalité, c'est simplement que la valeur du foncier est tellement élevée chez nous par rapport à ailleurs que globalement, on est plus riche, mais fictivement, parce que notre qualité de vie, la nature de nos logements, les autres activités, on n'est pas plus riche pour en faire. Or, cette rente foncière, elle nous plombe dans nos opérations. La maire de Paris l'a signifié, mais c'est vrai, toute proportion gardée, dans plein de villes. C'est plus aussi important que dans les métropoles, mais partout, le foncier devient cher par rapport au coût de la vie, au reste des choses. Et là, il me semble que dans la rénovation de notre modèle, la question de la régulation du foncier et de redévelopper des outils publics ou d'intérêt général comme les offices fonciers solidaires ou qui décrochent le prix du foncier pour éviter la spéculation à terme et qui en même temps, par contre, il faut faire attention de ne pas l'acheter trop cher, hein, là il y a un problème de régulation. Là, je pense que c'est une piste d'avenir pour que le modèle social ne soit pas bouffé par la rente foncière. Alors sur ce point, je voudrais quand même insister sur tu l'as dit Jean-Louis, je crois qu'il faut le répéter, la thèse selon laquelle un locataire HLM serait un privilégié parce que justement il ne subit pas la loi du marché, c'est oublier que dans l'émission historique du logement social à la française, il y avait une fonction de régulation globale des prix et qu'il fallait que le logement social soit assez nombreux et assez universaliste, c'est-à-dire pas simplement les couches très modestes, pour avoir un effet de régulation de la hausse des prix. Ça, force est de constater qu'on n'a pas réussi à ce mécanisme-là. Mais ce n'est pas un avantage, c'est un outil public pour réguler et éviter la spéculation. Et il faut au contraire l'entretenir, parce que ce serait quand même un comble qu'on essaie de baisser les loyers pour qu'on nous explique que les gars qui sont chez nous sont des nantis encore plus parce qu'on a évité d'augmenter les loyers. Je vais terminer sur le logement accompagné, parce que Christophe, il a raison de parler du niveau des loyers, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles, dans une société qui brise trop de gens, où il y a trop de gens qui sont en difficulté majeure, pas simplement financière, mais aussi parfois d'autres difficultés. On a parlé des femmes menacées de violence, on peut parler de certains efforts de difficultés d'intégration dans d'autres cas, de problèmes psychiatriques dans d'autres. On a besoin d'un accompagnement.
Et ce qu'on a essayé d'engager avec le logement accompagné et les PLAI très sociaux reste un grand défi à développer sur l'ensemble du territoire. Mais là, la même chose, il y a besoin de moyens humains et financiers pour réussir cela. Je ne vois pas dans le modèle français ce qui est disqualifié aujourd'hui, sauf à dire que la nation préfère mettre du fric pour entretenir sa rente foncière plutôt que de mettre de l'argent pour garantir un logement digne, acceptable, abordable et dans la mixité sociale sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas de faillite du modèle français. Applaudissements pour Marie-Noëlle Lienemann. C'est le truc que j'ai trouvé pour lui couper la parole. Jean-Louis Dumont, pour conclure ce premier tour de table. Je pense que la démonstration vient d'être faite par les présidentes et présidents de fédération, acteurs quotidiens de la production du logement, puisque ça ne visait pour l'instant que la production du logement. On pourrait faire la même chose avec la réhabilitation. Le modèle économique, le modèle financier était des plus simples. Des livrets d'épargne, une épargne populaire, une gestion par une institution de la République, mise d'ailleurs sous la protection. J'aime bien ce terme protection. Il y a toujours des prédateurs partout. Sous la protection du Parlement. Dans un premier temps, d'ailleurs, c'était l'Assemblée générale, puis le Sénat y a été joint, ce qui veut dire que c'est bien le Parlement qui protège la CDC et ce système économique qui a permis de produire du logement. Les limites de la production ont été vite mesurées, puisque le décalage est important entre le nombre de demandeurs et la production annuelle. Et parfois, il faut des ajustements, crise de l'automobile par exemple, départ de certaines entreprises, et les logements soit deviennent vides, soit il y a des chômeurs et des retraités. Dans certaines banlieues de la région parisienne, on a connu ça. Et donc, il faut réorienter la production de logements là où il y en a besoin. Et il y en a de plus en plus besoin, puisque notre population augmente. Et c'est bien pourquoi, ce matin, j'ai insisté dans mon propos pour bien indiquer que les aides personnelles au logement, c'était pour faire appliquer le droit au logement à toute personne, à toute famille qui en a besoin. Que ce modèle ait été amené à évoluer en fonction des crises, on l'a mesuré, c'est dit. Qu'aujourd'hui, dans un monde qui se cherche, on puisse dire il doit évoluer. Pourquoi pas? Il y a une masse de patrimoine qui apporte des financements qui peuvent être utilisés effectivement différemment. Si la conclusion de ce tour de table avec la salle, c'est de dire l'argent des HLM, donc des locataires qui arrivent dans chaque organisme, doit rester, doit être recyclé au bénéfice du confort, au bénéfice de l'énergie, au bénéfice de la construction, de la réhabilitation, oui. Si simplement c'est pour dire l'État n'a plus d'argent, j'en prends, ça c'est la RLS, c'est aller à l'encontre de la réponse aux besoins. Donc oui, le modèle est toujours valable, oui, les demandes sont fortes, oui, il y a des difficultés d'ordre social, mais si on veut construire la société républicaine de demain, ça passe par la production de logements. Voilà pour ce premier tour de table. Vous pouvez applaudir. Hein. On va prendre d'autres questions de l'autre côté. Alors, il faut quand même que je vous parle de l'angoisse de l'animateur de cet après-midi. Parce qu'il y a une angoisse. Parce qu'on a répondu à 2 questions, on a déjà bouffé un tiers du temps. Donc, on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Donc, à les questions, peut-être que vous pouvez tous ne pas répondre et on passera la parole à d'autres et vous ne rajouterez que ce qui manquera d'autre. Mais c'est bien que vous ayez fait ce premier tour comme ça de table pour avoir dit l'essentiel.
Voilà, cher monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Jean-Yves Dimano, président de la CLCV. On vous a reconnu, monsieur. Ah, très bien. Soyez le bienvenu. Écoutez, j'aurai deux types d'interventions. Une intervention brève, plutôt adressée aux directeurs et présidents d'organismes, suite aux élections de locataires. Nous avons fait beaucoup d'efforts, organisation de locataires, pour organiser ces élections. Il y a eu 14% de votants, qui correspond à des pourcentages classiques des élections professionnelles. Et pourtant, certains directeurs ou présidents ont contesté la représentativité de nos élus en fonction des résultats et de la participation. Je pense que ce n'est pas de bonne manière de contester la légitimité des résultats des élections, de toute la représentation élective. Je pense qu'on se dirige mal dans un dialogue nécessaire et indispensable et la reconnaissance des locataires. D'autre part, je pense qu'ils subissent, et nous subissons parfois, un regard condescendant par rapport à la capacité de nos représentants à être dans les conseils d'administration. Il y a les sachants d'un côté et les représentants des locataires de l'autre. Eh bien, sachez que nous réaffirmons que les représentants des administrateurs locataires sont des administrateurs comme les autres, avec les mêmes pouvoirs que les autres. Et qu'ils ont, évidemment, la possibilité d'avoir autant de savoir que vous-même, mais ils ont en plus que vous n'avez pas, savoir ce que c'est que vivre dans le logement social. Deuxième intervention, liée plutôt et adressée évidemment au président à la tribune, aux présidentes, pardon. Le congrès de Marseille s'est terminé sur un malentendu entre l'USH et le ministre du Logement. Vous étiez convaincu de la prise en compte de vos revendications et le ministre parlait déjà de compensation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Au gré des mois, vous avez argumenté et convaincu en partie, mais pour l'essentiel, la facture pour le logement social en 2020 est plus lourde que celle en 2019. Doit-on se réjouir que la RLS passe de 850 millions d'euros à 1,3 milliard d'euros en 2020? Doit-on se réjouir d'avoir une ligne blanche sur le budget de l'État sur l'aide à la pierre? Est-ce que vraiment 300 millions d'euros prélevés sur Action Logement seront à la hauteur pour construire 110 000 logements par an avec un prix de loyer de sortie plus faible? Évidemment, non. Permettez-moi d'ailleurs à ce sujet un étonnement. Comment pouvez-vous vous engager sur la construction de 110 000 logements par an alors que vous subissez un prélèvement financier d'1,3 milliard d'euros à travers la RLS? Est-ce que vos cris répétés depuis 2 ans sur l'incapacité à construire avec cette ponction financière ne correspondaient pas à la réalité? Est-ce que pour atteindre ces objectifs, vous ne sacrifiez pas l'entretien, l'isolation ou le service aux locataires? 2 minutes supplémentaires. Ah non, 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 pas 2 minutes, attendez. Attendez, monsieur, vous n'allez pas essayer de me couper la parole. Je crois que vous allez perdre du temps plutôt qu'autre chose. Ça fait 3 minutes. Okay. Alors, 2 minutes, vous posez... 2 minutes. Allez-y vite. Écoutez, respectez les locataires. Monsieur, un quart d'heure de parole de la tribune. Donc vous êtes mal parti. Monsieur, vous parlez de démocratie. La démocratie, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Et si vous prenez le temps des autres, les autres ne pourront pas s'exprimer. Allez-y, très vite, concluez. Merci beaucoup. Nous sommes donc pour le moins surpris de vos engagements. Je pourrais ainsi passer en revue les différents points de la clause de revoyure, mais l'essentiel n'est pas là. Notre pays a connu, avec le mouvement des Gilets jaunes, des soubresauts pendant plusieurs mois en développant un rapport de force avec le gouvernement qui a mis sur la table 17 milliards d'euros pour calmer la colère. À l'évidence, vous, l'USH, n'avez pas saisi les opportunités qui se sont présentées pour mettre au cœur du débat la question du logement. Car non, dans notre pays, la question du logement n'est pas résolue. Nous ne pouvons plus supporter que la question du logement soit présentée comme un coût insupportable pour la nation. Nous ne pouvons plus supporter que sur les aides au logement, l'État sur le dos des locataires et des bailleurs économise 3 milliards d'euros par an. Et pourtant, malgré cela, vous avez signé. Certes, votre signature fut discrète, car vous savez que quelque part, en signant,
vous devenez peut-être malgré vous complice de la politique du gouvernement. Vous êtes à l'USH partagé à être avec les organisations de locataires, les défenseurs du logement social, ce que nous ne contestons pas. Jean-Yves Manot. Et votre inquiétude de déplaire au gouvernement. J'ai fini. Merci beaucoup de cette longue question de presque 5 minutes, 4 minutes 56. C'est beaucoup, pardon, mais vous êtes nombreux. Allez, question suivante et on va évidemment après répondre à ces interrogations. Bonjour, Michel Bancal pour la CFTC. Je voudrais poser une question et faire des remarques sur tout ce qui est lié à la décentralisation et aux fusions. Alors, c'est évident que pour la CFTC, la décentralisation est un sujet important puisque nous avons toujours été en phase dans tout ce qui concerne la subsidiarité. Et il faut bien reconnaître que la plupart des bailleurs sociaux se sont créés pour répondre à des besoins territoriaux, que ce soit le besoin d'un maire qui constatait le mal logement de sa population ou d'entreprises qui constataient le mal logement de ses salariés. Et puis, in fine, nous faisons des métiers différents. Ceci dit, sans jeter la pierre à personne, mais le bailleur social de la Creuse et celui de Plaine-Saint-Denis ne font pas le métier. Même métier, un bailleur social qui loge dans des grandes métropoles, des cadres de multinationales, ne fait pas le même métier que celui qui loge des ouvriers de PME en zone rurale. Donc il y a un vrai besoin de décentralisation et de territorialisation des bailleurs. Et la réponse qu'on constate de la part du gouvernement, c'est vous êtes beaucoup trop nombreux. Il faut qu'à un moment, j'ai même cru entendre qu'il en faudrait plus que 20. In fine, si on ne veut plus voir de moins de 12 000, alors vous devez fusionner, vous regrouper, vous mettre en sac, mais on ne veut plus de moins de 12 000. Et même si cette fusion sur le terrain, quelquefois, vous n'avez pas vraiment de choix parce que vous n'êtes pas très nombreux sur un même territoire, donc vous fusionnez avec des gens, vous regroupez avec des gens qui n'ont pas toujours la même raison d'être, les mêmes attraits politiques, les mêmes, etc. Donc des fusions qui vont être parfois compliquées à gérer, hein, c'est la moindre des choses de le dire. Et dans le même temps, on enlève une partie de la responsabilité des élus locaux sur ce qui est les attributions. Alors avec des lois parfois justifiées, hein, comme les Cartil, comme les Accorco, comme les DALO et que sais-je, et puis des lois moins justifiées comme celle sur la cotation de la demande. Donc in fine, on va avoir des élus qui ne sont plus impliqués réellement comme ils le souhaitent dans les attributions et donc dans la gestion de leur territoire. Et puis la seule vraie décentralisation qui va rester sur le territoire, c'est la décentralisation du financement, puisqu'il faut bien le dire, l'État laisse aux collectivités locales le soin de financer le logement social, puisqu'il ne finance plus l'aide à la pierre que par de l'argent qu'il a d'abord pris dans les caisses des bailleurs sociaux. Donc ma question, elle est très claire. En plus, on voit l'État qui crée via son bras armé, la Caisse des dépôts, un énorme mastodonte de plusieurs centaines de milliers de logements, hein, gérés depuis Paris. Alors même si en place, on peut espérer qu'à fin, il y aura des antennes régionales efficaces, mais on sait que c'est quand même plus complexe quand vous avez beaucoup d'échelons. Donc comment, si on supprime cette territorialisation, si on supprime cette vraie décentralisation des bailleurs sociaux, on empêchera le logement social de devenir un grand machin qui n'a d'autre but que patrimonial et financier. Comment on arrivera à maintenir le modèle social français? Merci pour cette question, Michel Bancal. Encore une autre question de ce côté-ci, et puis on passe aux réponses. Merci. Joachim Suarez, je représente ici l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Alors, depuis juin 2019, le gouvernement, par la voix de sa ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ainsi que celle de sa secrétaire d'État, ont lancé une concertation sur le futur revenu universel d'activité. L'enjeu est immense. Il concerne 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on sait que les prestations sociales dans le pays, aujourd'hui, bénéficient à 19 millions de personnes en tout. L'UNIOPS, comme d'autres associations, n'est pas opposée par principe à une réforme des minima sociaux dans une optique de lutte contre le non-recours et si elle ne se fait pas au détriment des autres, mais s'inquiète des réels objectifs et ambitions ainsi que des périmètres de cette refonte. D'autant plus que quand on observe les modalités de cette concertation menée maintenant depuis 3 mois, les choses ne sont pas claires. Aucun scénario n'est posé, aucune étude n'est communiquée et on ne sait pas à la fin sur quoi on doit vraiment plancher et réfléchir pour que les associations soient ainsi contributives.
Les éléments présentés n'offrent aucune garantie budgétaire. Or, si la réforme à venir des minima sociaux a pour ambition de lutter contre le non-recours, elle ne saurait être entreprise à budget constant. On peut prendre le cas des jeunes, les jeunes de moins de 25 ans par exemple, qui ne bénéficient pas aujourd'hui du RSA, et pourtant 1 sur 4 vit sous le seuil de pauvreté, ce qui nécessite qu'ils accèdent au futur revenu universel d'activité. La simplification des prestations sociales est un objectif louable, surtout si elle permet d'automatiser l'accès aux droits sociaux, mais toutes les prestations sociales ne doivent pas être fondues ou rattachées à un revenu minimum unique, en particulier les aides au logement, qui bénéficient à des ménages pauvres, mais aussi modestes, qui ne bénéficient pas de minima sociaux. Dans un rapport de préfiguration sur le RUA, publié par France Stratégie, celui-ci considérait comme un avantage, ça a été dit et répété ce matin, le fait d'être locataire du parc social, mais pas seulement, celui aussi de vivre en couple ou dans une zone détendue, comme autant d'éléments permettant d'augmenter le reste à vivre des personnes et sous-entendant au passage qu'on pourrait ainsi réduire les aides au logement pour ces publics-là. L'UNIOPS veillera à ce que les fonds consacrés au logement ne servent pas de variable d'ajustement dans cette réforme. La politique en faveur de l'accès au logement, et en particulier du logement social, n'est pas soluble dans la politique de lutte contre la pauvreté. Merci à vous. Juste un mot, le RUA ne doit pas non plus intégrer l'allocation pour adultes handicapés, ni celle de solidarité aux personnes âgées. Nous voudrions savoir ce qu'en pense le président de l'USH et les présidentes et présidents de fédération. Quelles sont vos attentes, vos points de vigilance et vos préconisations? Eh bien, écoutez, merci beaucoup Joachim Soares. Et effectivement, on sait déjà un petit peu, parce qu'il en a parlé ce matin, ce qu'en pense le président Dumont. Allez, une 4e question. Oui, vous aurez 4 interventions pour le prix de 3. Eh bien, c'est formidable. Jean-Yves Lautridou, j'interviens ici au nom de la CFDT sur le même sujet. Et je ne vous étonnerai pas en abordant la question du revenu universel d'activité par le travail. Et cette réforme doit permettre d'aborder la place centrale du travail dans la construction de la croissance et de la recherche redistributable. De ce fait, elle interroge la fiscalité et donc le financement de notre système de protection sociale. Pourtant, alors que les minima sociaux jouent un rôle essentiel pour agir contre la pauvreté, des difficultés réelles existent pour les bénéficiaires. Méconnaissance et complexité des dispositifs, difficultés d'accès, et essentiellement d'ailleurs pour le RSA. C'est la raison pour laquelle le revenu universel d'activité devra suivre des principes suivants pour notre organisation et pour permettre de lever ces difficultés qui sont réelles. Le versement ne peut se faire que sous conditions de ressources. Il devra viser à l'autonomie des personnes avec une allocation, mais également un accompagnement global. Il ne doit pas s'agir de faire des économies en regroupant minima et allocations. Il ne faut pas oublier les objectifs assignés à chacun des minima sociaux ou à chaque allocation. On évoquait ici les APL. Le revenu universel d'activité doit prendre en compte les situations diverses des personnes, non seulement pour compenser financièrement, mais pour donner du pouvoir d'agir sur les difficultés. Pour cela, on retient 3 socles. Il doit être composé de 3 blocs en tout cas. Un revenu de solidarité, le socle de base conditionné au revenu du travail, un accompagnement, ou qu'on pourra également appeler pouvoir de vivre, un accompagnement dans l'emploi et dans l'insertion, et enfin, un 3e bloc, qui vous intéresse peut-être un peu plus ici, la prise en compte des situations individuelles, le bouclier personnalisé du pouvoir vivre, le logement décent, la lutte contre la précarité énergétique, l'accès aux biens, l'accès à la santé. Ne pas traiter ces parties de la même façon afin de prendre en compte la situation individuelle des personnes, c'est l'objectif qu'on doit essayer de... En tout cas, c'est ce qu'on a porté dans les négociations et dans les auditions. On a quelques points d'attention et j'en finirai par là. Oui. J'espère que ça ira dans les 2 minutes. La terminologie... Les 2 minutes sont déjà passées, mais bon. C'est l'idée d'un montant solde de tout compte, et ça pose question. L'idée des minima sociaux liés à l'activité. Quid des personnes sans ressources ou dans la possibilité de travailler, les personnes en situation de handicap par exemple. L'activité serait-elle une condition d'accès au revenu universel? Il y a ce qui a déjà été évoqué, une équation impossible à résoudre. Comment amener plus de bénéficiaires avec un coût constant? Ça nous semble à peu près impossible. La réforme des allocations logement,
Ça aura un impact très fort sur les allocataires. Il est nécessaire de sauvegarder le sens pour qu'elle reste un levier de sécurisation des personnes dans un logement. Enfin, l'évolution progressive de la prime d'activité et la précarité énergétique. Est-ce qu'on passe par un chèque énergie dans les RUA? Et je finirai par le lien avec la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que c'est préfigure un basculement des allocataires vers des minima sociaux? Vaste sujet. Merci à vous et pardon de vous presser tous, mais évidemment, et encore une fois, si je vous demande des questions courtes, c'est pour pouvoir en donner la parole au maximum de personnes. Alors, je me tourne maintenant vers nos présidents. Bon, peut-être voilà, la question qui revient le plus, celle du fameux REA, le revenu universel d'activité. Qui est-ce qui veut rajouter un mot sur ce qui a été dit précédemment, déjà par le président Dumont, déjà par Marcel Rogemont? Bah, vous battez pas surtout, hein. Ouais. Bon, alors, vous êtes d'accord. Donc, on est d'accord sur le REA. Cette clause de revoyure hein, qui était en filigrane de l'intervention de Jean-Yves Manot, alors qu'est-ce qu'il faut en attendre? Est-ce que vous pensez que vous allez vous faire filouter par le gouvernement ou est-ce que finalement, comme le disait Jean-Yves Manot, vous n'êtes que des suppôts de la politique du gouvernement? Attendez, c'est bien ce qu'il a dit, j'ai bien entendu. Alors Marie-Noëlle Lienemann, là, je l'ai vu sortir de sa boîte. Non, mais d'abord, je pense que Jean-Yves Manot devrait regarder avec recul. Hélas, par exemple, la baisse des crédits d'aide à la pierre est un long mouvement. J'ai été la première à le regretter par le passé, je le regrette toujours. Deuxièmement, il faut quand même on se rappelle qu'on a mené des combats et que certains ont gagné. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on n'a pas eu tout ce qu'on veut. Moi, à titre personnel, je continuerai à déposer des amendements budgétaires pour la suppression de la RLS, pour la TVA 5,5 sur tout le parc social. Je mènerai cette bataille comme parlementaire au niveau politique. Mais je constate que la mobilisation du mouvement HLM a permis de montrer que l'aberration qui était de nous prendre 1,5 milliard ou 400 000, je ne sais plus, 500 000 euros, a permis qu'au moins, dans un premier temps, pendant 3 ans, on arrête la ponction. Deuxièmement, oui, fictivement, elle augmente, mais comme on baisse la cotisation de CGLLS, franchement, c'est une question de caisse, mais ce n'est pas une question de somme budgétaire supplémentaire prélevée. Et ce n'est pas le premier gouvernement qui prend de l'argent à la CGLLS, ni vu ni connu. Bon. Donc, à partir de là, est-ce qu'on est satisfait? Non. On considère qu'on acte. Premièrement, qu'on a été entendu grâce à la mobilisation du mouvement. Deuxièmement, qu'il faut continuer le combat, mais qu'on a quand même obtenu des compensations. Et pour les organismes, on ne fait pas que de la politique abstraite. Pour nos organismes, dans bien des cas, ça leur permet de limiter la casse, de pouvoir quand même faire des travaux et d'obtenir des crédits pour construire. J'ai bien entendu Julien de Normandie nous dire ce matin qu'il va vérifier que ces compensations soient réellement acquises. Parce que ça, c'est une préoccupation qu'on peut avoir. Et réellement acquises pour toutes les familles. Parce que les outils qui ont été mis en œuvre ne sont pas tout à fait les mêmes pour nos amis des offices qui ont des contraintes de statut particuliers qu'avec les ESH, par exemple, ou les coopératives. Donc, il faut que toutes les familles obtiennent bien les compensations qui sont prévues. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'USH n'a pas été entendu dans le mouvement social. Mais hélas, parlez bien dans le micro. Les locataires non plus, les amis. On n'a pas vu beaucoup dans le grand débat, les amicales de locataires, l'ensemble des gens dire la question... Non, mais j'ai rien contre, je suis pour les amicales de locataires. Mais je constate qu'on a eu un mal fou à faire que cette question du logement et du logement social soit au cœur des débats à ce moment-là. Pour autant, est-ce qu'on arrête le combat pour que ce truc, si on se bat sur l'idée que c'est un modèle français, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, dans un moment de grande incertitude de la société française, il y a une réflexion sur la page nouvelle qui est en train de s'écrire. On voit bien que partout dans le monde, tout est ébranlé et qu'il s'écrit des pages nouvelles. Et nous disons, on a pour ces pages nouvelles des points d'appui et on ne lâchera pas la bataille. Simplement, au nom de cette bataille, on prend tout ce qui permet d'avancer et on continue le combat pour fédérer le plus largement possible. Car on ne gagnera pas en se divisant entre nous, entre locataires et mouvement HLM, entre familles HLM. On a besoin d'être unis
pour défendre ce modèle. Donc moi, je prends toutes les critiques du monde. Alors si quelqu'un pense que je suis vendue au gouvernement, je suis contente. Hein. C'est la première fois de ma vie que on me raconte ça. Mais en tout cas... En tout cas, ce gouvernement-là. Oui, mais même aux autres, même quand j'étais dans les autres, j'avais quand même un tempérament un peu différent. Tout ça pour vous dire que unissons nos efforts pour défendre ce modèle. Ayons de l'exigence entre nous. Mais quand on peut acter qu'on a évité une dérive et qu'on a recapitalisé des avancées, ne soyons pas toujours à se battre, à se jeter les cendres sur la tête. Valérie Fournier, vous voulez rajouter un mot? Non, moi je voulais dire plusieurs choses parce que dans la question de Jean-Yves Manot, il y avait une première interpellation sur le regard condescendant la démocratie locative. Vous reconnaissez pas les administrateurs locataires. Donc, je ne vois pas à quoi il fait référence. Je pense que les directeurs d'organismes et les présidents d'organismes connaissent leurs locataires et les respectent. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il n'y a pas de problème pour en discuter. Je pense que nous avons montré, au contraire, en faisant un lobbying très fort pour le maintien de 3 places d'administrateurs locataires dans les sociétés de coordination, que nous y étions particulièrement attachés. Et par ailleurs, je suis assez d'accord avec Marie-Noëlle, la division n'est pas bonne. À titre personnel, j'ai grandi en QPV à Mantes-la-Jolie et je ne l'ai pas oublié. Ça, c'était pour le premier point. Donc, je pense que la concertation, elle doit même aller au-delà. C'est vrai que les regroupements vont poser la question du lien de proximité. C'est vrai qu'ils font qu'on invente une nouvelle méthode. Et je suis sûre qu'on peut en discuter ensemble et améliorer les choses. Et par ailleurs, qu'on peut se mobiliser parce qu'effectivement, la démocratie et la représentativité est un élément fort et qui fait notre force collective. Plus nous sommes représentatifs, plus nous sommes forts. La deuxième chose que je voulais dire sur le RUA, notamment à la personne de la CFDT, puisqu'il a demandé quels étaient nos attendus, je pense qu'il a bien décrit que le sujet du revenu universel d'activité est un sujet extrêmement multiple, qui a fait d'ailleurs que, comme sur le sujet de l'RS ou comme le sujet de l'APL, il y a beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup d'angles d'attaque sur ce dossier. Donc je crois que l'objectif du mouvement, c'est d'être partie prenante de l'ensemble des débats, mais par contre, en tout cas, comme l'a dit Marcel, de défendre le fait que l'aide au logement est une aide spécifique, qu'elle n'est pas compressible, qu'elle n'est pas négociable et qu'elle doit être maintenue parce qu'elle est un élément indispensable de la sécurisation des parcours de vie et que pour inclure dans la société, il faut que les gens soient sécurisés. Ils le sont par le fait d'accéder à un toit et ils le sont aussi parce qu'ils ont la capacité d'assumer financièrement le fait de pouvoir payer ce toit. Un petit mot peut-être de la question de Michel Bancal. Vous avez le droit d'applaudir, hein, je ne veux pas vous couper dans vos applaudissements. Sur les questions de décentralisation, qui est-ce qui veut... Ah là, vous faites... Non, on va partir sur le RUA. Je dis, on se connaît assez. Dans le modèle français, il y a la finalisation, il y a les groupes. Il y a aussi, dans le modèle français, le rapport au territoire. Il y avait un tissu d'office, de SEM local, de SH aussi local, qui avait su tisser au fur et à mesure des liens très forts. Et je crois que ça, c'est à réinventer, mais à réinventer de manière forte, parce qu'on va se retrouver dans un tissu d'organismes d'ici l'application de la loi Elan qui ne ressemblera pas à celui d'aujourd'hui. Là, c'est à inventer. En même temps, on a aussi des collectivités locales qui, de manière certes différenciée, sont en train de monter en puissance sur leurs compétences habitat. Donc on a aussi trouvé, et c'est aussi ce qui s'est passé avant Marseille et après Marseille, on a réussi à trouver des alliés qui sont venus nous aider. Dans les alliés, il y a toutes les associations d'élus. Moi, j'ai contractualisé au titre de l'AFNAR et de l'USH des propositions communes de la DCF, de France Urbaine, de l'association des départements. Donc si on veut gagner les prochains combats, il faut, qu'à l'intérieur du mouvement HLM, on soit unis, mais aussi tous ceux qui ont à dire sur le logement, comme les collectivités locales, on arrive à être ensemble. Donc il faut qu'on réinvente. D'ailleurs, je pense que si Jacqueline Gouraud a lancé le projet de loi qui a pris un peu de retard, mais il va parler sur le 3D, sur la décentralisation des concentrations, c'est aussi de dire il y a quelque chose à réécrire. Mais faisons-le ensemble et pas chacun dans son petit coin. Marcel Rogemont, un mot court. Oui, très court. On ne peut pas tolérer les propos qui attaquent la démocratie au motif qu'il y a tant de pourcentage de votants. On est pour la démocratie ou on est contre la démocratie. À chaque élection, qu'elle soit politique, nationale, locale, etc., on entend toujours cette antienne. C'est une antienne
qui est contre la démocratie. Et donc, je veux vous dire cela, c'est parce que les responsables que nous sommes au niveau du logement social, nous n'empruntons pas ce chemin. Nous défendons la démocratie et la démocratie locative. Le deuxième point que je veux dire, c'est sur le RUA. Je reviens sur ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on mélange 3 éléments qui sont financés différemment et qui ont des objectifs différents. Le RSA, bien sûr, il est tout à fait possible d'imaginer que l'on réunisse les minima sociaux. Mais bien sûr, j'ai moi-même, en tant que député, avec Christophe Sirugue, fait un rapport pour étudier cette façon de rassembler les 11 minima sociaux qui existent pour une somme de 22 milliards. Oui, il y a du chemin à parcourir dans ces minima sociaux pour en simplifier à la fois l'existence et l'accès. La prime pour l'emploi, quand elle a été mise en place, c'est un impôt négatif. Il n'est pas normal qu'il n'y ait que ceux qui payent l'impôt sur le revenu qui peuvent avoir, pour telle ou telle raison, des diminutions d'impôts. Les gens modestes peuvent aussi avoir des diminutions d'impôts en fonction de leurs ressources. C'est ça l'effet redistributif de l'impôt sur le revenu. Ce n'est donc pas la même chose qu'un minima social. Et enfin, les APL, bien naturellement, n'ont absolument rien à voir avec un minima social. L'un est financé par les départements, l'autre par la fiscalité et le troisième par la caisse d'allocation familiale. Donc il y a lieu à regarder ça. Et je suis tout à fait d'accord avec le président de l'INIOPS tout à l'heure qui rappelait qu'il n'y a pas de non-recours pour les APL, alors qu'il y en a pour au moins 6 milliards pour le RSA et les restes. Donc, qui va payer le non-recours, les 8 milliards de non-recours sur les 48 milliards actuellement diffusés? Ça sera les APL. Donc, moi, je demande au gouvernement, combien y a-t-il de personnes qui touchent les APL et qui ne les toucheront plus? Et si ils touchent les APL, combien ils vont toucher? Si on ne répond pas à ces questions-là, ça veut dire qu'on veut faire des économies sur le dos des ménages qui touchent les APL. Et ça, ce n'est pas normal. Et enfin, je voudrais juste un mot. Juste un mot. Juste un mot. Je veux répondre à Michel Bancal, qui interroge sur la territorialité. Je veux simplement reprendre ce que disait M. Rajan. M. Rajan a été directeur de la Banque centrale de l'Inde pendant des années. Il a été le premier économiste chef du FMI pendant des années. Il est aujourd'hui professeur à la Chicago Business School. Ceux qui savent un peu en économie, c'est le libéralisme le plus total avec Milton Friedman. Milton Friedman, je vous remercie. Vous n'arrivez même pas à le dire, tellement il vous agace. Mais ça depuis tellement longtemps qu'il m'agace, vous savez. Hein. Bon, je veux simplement rappeler ses propos. Il disait comme cela, la globalisation n'est pas heureuse. La globalisation, c'est quoi? C'est le pouvoir local qui passe au national. C'est le pouvoir national qui passe à l'international et qui se dissout dans la globalisation. Il n'y a qu'un gagnant. Et tous les autres perdent, particulièrement ceux qui sont au niveau local. Ils y perdent le logement, ils y perdent les écoles, ils y perdent les crèches, etc. Et il disait, face à cela, il faut une reconquête volontariste forte pour faire revenir le local au cœur des politiques qui sont menées. Eh bien, moi, je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la réorganisation du mouvement HLM et qu'on insiste sur la création de grands groupes nationaux, je dis une question, qui construit ? Qui décide de construire? Qui décide de construire des logements HLM ou pas? Qui est en charge de la mixité sociale? Ceux-là même qui, aujourd'hui, m'envoient des invitations pour fêter le centenaire de leurs offices, c'est-à-dire les élus locaux. Et j'estime que si on réfléchit à un nouveau mode HLM qui ne repose pas sur le local, il y a un biais dans l'analyse et c'est à ce moment-là qu'on peut penser que le modèle que nous avons aujourd'hui est vraiment attaqué. Merci Marcel Rogemont. Et comme Yannick Borde est un bon camarade, il passe son tour. On va reprendre des questions dans la salle. Merci de garder vos 2 minutes pour les questions. Mon chrono part quand vous commencez à parler. Bonjour monsieur.
top chrono. Thierry Debranche, je suis président du Conseil social et président de la Fédération des acteurs et des associations pour l'insertion par le logement. Je vais vous décevoir, je ne vais pas parler de RLS, de RUA ou de regroupement du territoire. Je vais essayer de parler de modèle sociétal. Le logement social a un modèle généraliste d'accueillir le plus grand nombre dans ses murs. Toutefois, il se passe quand même deux évolutions qu'on a notées au sein du Conseil social ces 20 dernières années. Premièrement, c'est une baisse croissante du taux de mobilité dans le parc HLM, ce qui veut dire que l'offre sociale, l'offre à la société des bailleurs sociaux est de moins en moins importante. Et ça doit interpeller très fortement les directeurs et les présidents qui sont là. La deuxième question... Attendez, je vous interromps parce que le président Dumont veut partir discrètement, donc je propose de l'applaudir chaleureusement. Merci, et excusez-moi, monsieur, ça sera découpé de votre temps de parole. Deuxième chose, c'est la statistique sur les jeunes dans le logement social. Dans les années 80, 23% des ménages en HLM avaient moins de 30 ans. Aujourd'hui, c'est moins de 8%. On a une diminution très importante des ménages jeunes en HLM. Vous allez me dire, mobilité, ménages jeunes, c'est un corollaire. Mais c'est une vraie question, c'est quel avenir on offre à toute une partie de notre population et la population la plus jeune. La population la plus jeune n'a qu'un refuge, deux refuges, je dirais l'hébergement et le privé. À quel prix ? À quel prix pour son dynamisme? À quel prix pour sa construction? Et le président Dumont est parti. Je voulais lui lancer un chiche, mais je pense qu'il y a d'autres responsables de l'Union. On a un prix HLM partenaire des années. Je pense que l'année prochaine, il ne serait pas inutile d'avoir un prix chiche partenaire des jeunes. Merci. Merci à vous, Thierry Debranche. Une autre question, toujours côté court, comme l'on dit. Oui. Bonjour, Patrick Eveillot, je représente l'AFOC nationale, je suis secrétaire général d'une AFOC départementale. J'ai deux thèmes à évoquer et je pense que vous ne leverez pas la main pour me dire ça fait déjà 5 minutes. Je passe en dessous. Mais pas en dessous des 2 minutes. La première question traite du financement. Dans le cadre de ces engagements, l'État diminue-t-il sa dette afin de se donner des marges de manœuvre lorsqu'il y aura un renversement de tendance? La réponse est non, puisque la dette avoisine maintenant les 100% du produit intérieur de la France. Il est plus facile de siphonner les comptes des bailleurs sociaux plutôt que d'être vertueux soi-même. Alors qu'il est prouvé que le monde HLM rapporte à peu près plus de 30 milliards à l'État, eh bien, il continue à siphonner. Et ce n'est pas fini, car c'est comme dans la pub. Hier, je vous ai enlevé le haut, les fonds propres de vos bilans. Demain, j'envisage de vous enlever le bas, c'est-à-dire les quasi-fonds propres, au travers peut-être de la centralisation des dépôts de garantie des locataires. Ce qui rendra les bailleurs sociaux encore plus dépendants des financements extérieurs. Qui trinquera au bout du bout? D'abord les épargnants, parce qu'à force de manipuler le taux du livret A, c'est eux qui trinquent. Les locataires, parce que malheureusement, au bout d'un certain temps, les bailleurs sociaux seront exsangues et auront des difficultés à traiter les entretiens, les constructions et les gros travaux. Mais aussi, malheureusement, possible, les salariés des bailleurs sociaux, à qui on dira peut-être que pour les augmentations de salaire, le maintien de leur pouvoir d'achat, voire de leur emploi, ça sera terminé. Alors, les questions. L'AFOC souhaiterait, d'une part, que vous expliquiez vos positions vis-à-vis de 3 points. Le hold-up de vos fonds propres quasi continuels. Le coût financier d'un crédit à 80 ans vers lequel on vous aiguille par rapport à un coût financier d'un crédit à 40 ans. Et la totale dépendance de la CDC pour avoir des financements. Et enfin, savoir jusqu'où vous irez dans l'acceptation de ces aberrations. C'était le premier thème. Alors, ça va, on va s'arrêter là, parce qu'on est déjà à 2 minutes 20. Je suis désolé, monsieur, et ça sera avec plaisir qu'on prendra une autre question, mais c'est déjà 3 points qui sont très intéressants. On prend une autre question, si vous le voulez bien. Oui, mais alors je reviendrai pour ma deuxième question. Vous reviendrez, il n'y a aucun problème. Dans ce congrès-ci.
Bonjour, Bernard Collas, je représente la Fédération française du bâtiment. Le monde HLM, depuis de nombreuses années, est soumis à une double injonction contradictoire, avec d'un côté un impératif de mixité, de l'autre côté un renforcement de la fonction sociale. Les statistiques des enquêtes logement démontrent à l'évidence que c'est le deuxième aspect qui l'emporte, et pourtant les tensions venant de l'Europe, de l'État et bien d'autres acteurs se renforcent pour aller encore plus loin. Et pourtant, dans le même temps, on constate l'émergence de nouvelles demandes. Je pense par exemple à l'accès prioritaire des ménages en mobilité en lien avec l'emploi. On pourrait donner d'autres exemples. Bien évidemment, les situations diffèrent en fonction des situations de marché. L'exemple du Dalo aux zones tendues le démontre. D'où ma question. Comment se dessine, selon vous, l'avenir de cette question, sachant que pour beaucoup, l'avenir, c'est le modèle européen dans lequel la France et le Pays-Bas font exception, à savoir un renforcement de la fonction sociale. Est-ce que ce modèle est soutenable? Est-ce qu'il est souhaitable? Et ma dernière question, ou dernier élément dans la question, sera, si on devait aller dans ce sens-là, quid de la politique de la ville dans un pays où la concentration du parc est extrêmement marquée dans certains quartiers. Voilà, l'avantage de faire moins de 2 minutes, c'est que vous pouvez aller au bout. Mais on est un peu plus incisif. Voilà, merci. Absolument. Merci à vous et merci pour ces questions. On revient du côté des présidents. Cette première question sur la démographie finalement de la population que vous logez, le fait qu'il y ait moins de ménages jeunes, qu'est-ce que ça vous inspire? C'était la question de Thierry Debrand. Yannick Borde. Oui, il y avait deux choses. Il y avait la mobilité et les ménages jeunes. Je laisserai les ménages jeunes peut-être plus à ceux qui représentent les bailleurs, mais revenir sur la mobilité. Il y a quelques années, on avait un concept, je l'avais, je crois, dit l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, qu'on évoque pratiquement plus, qu'on n'utilise plus, c'est le parcours résidentiel. C'est-à-dire, c'est un terme qu'on évoque peut-être un peu dans notre quotidien, mais il est un peu moins présent en tout cas dans nos déclarations d'intention et dans notre communication. Or, le parcours résidentiel, c'est une chaîne, et dans cette chaîne, si à un moment donné, il y a des maillons qui sont un peu plus faibles ou qui cassent, c'est l'ensemble de la chaîne qui casse. Et en fin de compte, aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu ce questionnement sur la sortie du parc me permet de parler une seconde de l'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population du parc social et du parc privé d'ailleurs, hein, qui, pour partie, dans les mécanismes précédents, accédait assez facilement à la propriété. Depuis les lois de finances 2018, l'APL accession ayant été supprimée, le prêt à taux zéro ayant été raboté, il y a entre 25 et 30 000, c'est à peu près l'estimation, familles qui n'ont plus accédé à la propriété du fait de ces mesures. Et on se dirige, à notre grande inquiétude, hein, vers une nouvelle étape un petit peu compliquée. La première, c'est que malgré, tout à l'heure j'entendais les critiques sur nos résultats, mais malgré la mobilisation du mouvement sur le rétablissement de l'APL accession, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur la capacité à le faire passer. Je fais juste un petit point, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, il y a eu une annonce, ce que j'ai trouvé, que j'ai qualifié de grotesque sur un réseau social où j'ai mis un petit message, de baisse de 1 euro de la redevance télé, ce qui fait 25 millions d'économies, de baisse pardon, de recettes fiscales, ce qui est quand même baisser d'1 euro, avoir une idée pareille, moi ça me dépasse. Et l'APL accession, c'est une quinzaine de millions. Donc on ne baisse pas de 1 euro la redevance télé et on met l'appel accession et l'État sera encore sans doute un peu gagnant apparemment. Voilà, petite parenthèse refermée. Deuxième sujet qui nous inquiète également énormément, c'est la loi de finances de 2018. Elle fixait à fin 2019 l'échéance du prêt à taux zéro dans les zones B2 et dans les zones C, c'est-à-dire ces zones détendues, ce qui à mon avis est un mauvais caractéristique. Notamment c'est les zones où le ministre, en même temps, veut développer les actions cœur de ville. Donc là, il y a une vraie incohérence. Et donc, il faut vraiment se mobiliser tous ensemble. Parce que si ce n'est que les acteurs de l'accession qui se mobilisent, je pense que ça sera compliqué. Si tout le monde se mobilise, et si notamment les grandes familles locatives, ce qui est le cas, mais réaffirment encore plus fortement le fait que la rotation de notre parc et de pouvoir faire entrer, peut-être que ça donnera la réponse aux jeunes après, pour ça que je leur laisserai la parole. Ouais. Pratiquer la passe rugbystique en arrière. Là. Et si ça permettait de faire tourner plus facilement le parc, parce que l'accession fonctionne bien, sans doute qu'on arriverait à répondre à des problèmes qu'on n'arrive pas à satisfaire aujourd'hui. Alors, qui veut répondre sur les jeunes? Valérie Fournier.
je ne sais pas si c'est une réponse. En fait, je pense, que c'est vrai que finalement, la difficulté, comme l'a dit Yannick d'ailleurs, de la sortie, et de cette difficulté qu'on a par rapport à notre modèle pendant des années où on rentrait dans le logement social, on y faisait ses premiers enfants, et puis après on avait un parcours assez ascendant et linéaire qui ne marche plus du fait d'un certain nombre de difficultés dans l'emploi, dans l'activité et dans pas mal de choses, font que effectivement nous ne sommes plus aujourd'hui forcément le parc le plus entrant pour les jeunes. Maintenant, au-delà de ça, d'abord, moi, je voterai favorablement en faveur du prix, mais par ailleurs, je crois que, justement, aussi bien sur les personnes âgées que sur les jeunes, nous avons, à travailler quelque chose qui n'est pas forcément toujours intuitif chez les bailleurs sociaux. Nous faisons des produits logements adossés à des financements publics. Et nous ne faisons pas forcément une vision qui est quelle politique de produits logements et de services en fonction d'un besoin particulier. Or, je suis sûre que sur les jeunes, nous avons à mixer et les interventions d'ailleurs qui ne sont pas que les nôtres, et par ailleurs à mixer nos solutions, et que c'est aussi, ça sera peut-être l'intérêt de ce prix, de montrer qu'il y a plein d'expériences où justement on mixe le produit logement et le service, et finalement ça reboucle avec toute la question aussi des fragilités, qui est que pour moi, le sujet du logement, c'est l'accès à un toit, mais c'est aussi un accompagnement, et qu'en fait, dans ce pays, on a beaucoup de tuyaux qui répondent à des questions précises, mais on a très peu d'endroits où on arrive à faire un diagnostic à 360 de ce qu'il faut mobiliser pour répondre à la question de l'individu. Et ça aussi, ça peut être expérimenté sur les jeunes comme sur les personnes âgées. Alors, sur la question de Patrick Éveillot, là, de Force Ouvrière Consommateur, qui parlait du hold-up de vos fonds, de votre capacité à accepter les réformes, vous avez déjà commencé à répondre. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot? Parce que sinon, on va m'accuser de ne pas vous donner la parole pour répondre aux questions qui vous sont posées. Non, mais je pense que tout le monde est d'accord avec le hold-up, tout le monde est d'accord pour dire que dans les propositions qui ont été faites par le gouvernement dans la modification de l'écosystème HLM, il y a beaucoup trop d'éléments qui pénalisent le mouvement HLM. Donc je ne reviens pas sur cela parce que c'est des choses qu'on a déjà dites longtemps. Je reviens sur la question de l'Europe, enfin, que la Fédération du bâtiment posait. De l'Europe et du modèle social. Et du modèle social, c'est bien de HLM, voilà, du modèle HLM à la française, quoi. Vous avez raison. C'est de cela dont je voulais parler, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on peut considérer que l'Union européenne, pendant des lustres, n'a cessé de pilonner contre les systèmes d'aide publique au logement social. D'une part parce que, voulant réduire les publics à simplement les ménages très modestes, type RSA, et de l'autre côté, en essayant de limiter tous les investissements que pouvaient faire les gouvernements pour aider au financement des logements. Ça, c'est une réalité objective. Et il est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, il y a eu un sommet européen sur le logement abordable. Pourquoi? Parce que la question du logement abordable se pose dans des pays comme l'Allemagne, dans des pays donc, où normalement il ne devrait pas y avoir ce type de problème vu la dépopulation qu'il y a. Et donc on s'aperçoit que partout en France, l'Union européenne s'aperçoit que partout en France, vu le prix de l'immobilier, il y a de moins en moins, cet immobilier est de moins en moins accessible aux ménages modestes, voire aux couches moyennes. Et donc ils demandent aux États membres de faire un effort financier pour financer le logement abordable. Madame Merkel a mis 5 milliards d'euros auxquels s'ajoutent les crédits des lenders pour relancer la construction du logement social. Theresa May plutôt, à l'époque où elle était encore... Non, c'est Margaret Thatcher, oui, on finit par oublier. Quoi. Parce que Theresa May n'est plus Premier ministre. Elle n'est plus Premier ministre à ma connaissance. Et donc, au moment où elle était Premier ministre, elle-même disait qu'elle allait mettre 2 milliards de livres pour relancer la construction et un texte de loi qui obligeait les collectivités territoriales à réinvestir dans le logement social. Et c'est le moment où le gouvernement, au moment où l'Union européenne commence à dire « ce que vous faites, vous, là, c'est bien », eh bien, il nous pique 1,5 milliard, 1,5 milliard. Il y a un problème,
j'allais dire, de calendrier. Marie-Noëlle Lindemann, vous voulez rajouter, vous m'avez fait le signe court. Je On va voudrais voir. dire juste une chose, c'est que de manière insidieuse, au-delà du fait qu'il faut se battre pour récupérer notre argent, l'histoire de l'encolle, c'est de la surcompensation. C'est en fait une façon de faire passer la deuxième lame. Parce que là, l'argument qu'ils vont nous donner, en prenant appui sur l'Europe, c'est de dire, vous êtes trop financés, vous êtes surcompensés en aide publique par rapport à vos missions sociales. Et là, on rejoint la question de la spécialisation sociale. C'est-à-dire, votre taux de très pauvre étant de que de temps, la masse de l'argent qui vous est donnée, eh ben, vous n'en avez pas besoin. Ça, le marché ferait ça très bien. Donc, vous allez devoir rembourser. Alors, dans un premier temps, ils vont nous dire vous devez rembourser, mais ça va avoir comme conséquence, vous êtes trop financé. Alors, au passage, d'ailleurs, l'Encols pense que cet argent doit revenir à l'État. Et les collectivités locales qui ont mis de l'argent, hein, pourquoi ce ne serait pas elles, entre guillemets, nous plaidons pour dire qu'il n'y a pas surcompensation. Car au début du SIEG, il y avait un calcul très rigoureux qui est par opération et pas par organisme. C'est ce que disait Yannick tout à l'heure. Par opération, on n'est pas surcompensé, donc il n'y a pas à baisser nos aides et nos accompagnements. Et là, vous voyez bien qu'ils sont en train de préparer de manière insidieuse, au nom du SIEG et de l'Europe, une manière de reprendre encore de l'argent, alors même que, comme le disait Marcel, partout dans le monde, à l'ONU aussi, partout dans le monde, on dit c'est plus supportable. C'est plus supportable que les gens ne puissent plus se loger et que le logement coûte trop cher. Donc, je crois qu'on a là une vigilance à avoir. L'Union est évidemment totalement déterminée sur ce point. J'ai trouvé quand même que la réponse du ministre, elle était sympathique, mais pas forcément opérationnelle. Parce que la confiance, c'est bien, les règles, c'est mieux. Allez, on reprend des questions dans la salle de ce côté-ci. Ah voilà, la lumière apparaît. Parfait. Bonjour, je m'appelle Faris Salimi, je représente la CSF, Confédération Syndicat des Familles. La CSF dénonce le fait que demain, avec les groupements des bailleurs, la représentation des locataires va perdre une partie de sa présence dans les conseils d'administration et donc c'est encore les locataires qui vont payer les conséquences d'une décision non réfléchie par l'État. La proximité indispensable étant mise en cause. De plus, la CSF demande depuis de nombreuses années que le nombre de représentants des locataires dans les SA, HLM et l'EPL soit identique à celui qui leur est accordé dans les offices. Donc, notre question est la suivante. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter, enfin, que la représentation des locataires soit soutenue et suffisante dans le cadre des groupements? Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Une autre question, toujours sur ce pupitre-ci. Oui, bonjour. Michel Fréchet, président de la Confédération Générale du Logement. Ma question sera très courte aussi. Finalement, les deux derniers, ils vont être courts. Donc, dans le cadre du regroupement des organismes HLM, on constate la mise en place de nouvelles gouvernances. Et cette situation-là nous inquiète à la CGL. On voit que dans certains cas, ce sont des acteurs du secteur privé qui prennent les postes de direction. Selon vous, et je m'adresse aux dirigeants des organismes, selon vous, s'agirait-il d'exceptions ou au contraire des prémices d'une nouvelle orientation du modèle français de logement social? Ou encore, en d'autres termes, va-t-on vers une américanisation du logement social? Question subsidiaire. Et le modèle français du logement social, il est où là-dedans? Eh bien, merci de cette question brève, mais qui va peut-être susciter une réponse un peu plus longue. Alors, on commence peut-être par la question qui ressemble à celle de Jean-Yves Mandeau tout à l'heure sur la représentativité des locataires. Voulez-vous en remettre une petite couche l'un ou l'autre? Surtout, vous ne battez pas, hein, là, bon.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, on s'est battu pour que dans les nouvelles sociétés de coordination, la présence des administrateurs locataires soit importante. Je confirme que du fait de la loi, il y a une différence entre le nombre d'administrateurs locataires dans une ESH du nombre d'administrateurs locataires dans un office, mais il y a aussi une différence quant au nombre global d'administrateurs dans un office et dans une ESH. Donc il y a une proportionnalité aussi qui avait été choisie par la loi, à l'époque dite loi Borloo. En tout cas, on est attaché, et je pense qu'aujourd'hui, aucune ESH n'est pas attachée à l'existence de la présence d'administrateurs locataires dans ces conseils d'administration. Je pense qu'on a, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, tout le débat de la concertation locative, tout le débat, effectivement, de cette proximité à tisser entre nous. Et moi, à titre personnel, en tout cas, en tant que fédération des ESH, je suis prête à en débattre avec les associations nationales de locataires et qu'on essaye de trouver des règles qui permettent de répondre à cette légitime interpellation, ou en tout cas, je dirais légitime inquiétude. Je ne sais pas si l'inquiétude est justifiée, mais je pense que c'est toujours bon de répondre aux inquiétudes, même quand elles ne nous paraissent pas justifiées. Voilà. Et pour Monsieur Fréchet, je ne sais pas du tout. Alors sur l'évolution des profils des managers, là, une américanisation, vous êtes des Américains maintenant, des copains de Milton Friedman. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais je suis prêt, en tout cas, à ce qu'il vienne, s'il veut qu'on en discute précisément, parce que je suppose qu'il a des cas en tête. Ce sera avec plaisir qu'en tout cas, j'en discuterai avec lui, parce que j'avoue que là, je ne sais pas répondre à sa question. Vous voulez rajouter un mot? Je ne sais pas plus répondre à la question que Valérie vient de dire. Là, je n'ai pas beaucoup de choses. Simplement, dans l'américanisation, ça me fait penser à un sujet qu'on peut traiter aussi. Hein. C'est la vente HLM, on en a déjà parlé un peu. Excusez-moi d'aborder le sujet comme ça. La vente HLM, telle qu'elle est proposée comme étant le moyen de financement du logement social, a pour moi deux conséquences extrêmement graves. La première, c'est que la vente, si tout logement HLM a pour mission un jour d'être vendu, on met en cause, dans une certaine mesure, le droit à habiter éventuellement, dès lors qu'on en a les conditions, une habitation à loyer modéré pendant toute sa vie, puisqu'à un moment ou à un autre, on sera confronté à l'expulsion pour pouvoir vendre le logement. C'est le premier point qui me gêne. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où c'est la vente qui devient le moteur du financement du logement social, vous allez construire où? Là où il y a de la plus-value. C'est le premier point. Et là où il y a de la plus-value, à partir de là, si vous êtes en face de grands groupes nationaux, eh bien, les grands groupes nationaux feront une chose simple, c'est qu'ils mettront en concurrence les territoires pour savoir là où on va construire. Et donc là, on va à l'encontre d'une politique d'aménagement du territoire qui est nécessaire. Je ne dis pas que la tension sur le logement est la même, je vais dire à Paris ou à Louvigné-du-Désert, qui est dans une commune du département d'Ille-et-Vilaine. Bien sûr que ce n'est pas la même chose, mais il n'en demeure pas moins que nous devons être attentifs à ce que cette mécanique libérale, excusez-moi de dire ça, libérale de financement du logement social, a derrière elle des conséquences à moyen et à long terme, pas immédiatement, mais à moyen et à long terme, ont des conséquences extrêmement importantes parce qu'elle amène nécessairement à la concurrence entre les territoires et ce n'est pas ce que le mouvement HLM souhaite. Valérie Fournier, vous me montriez que vous vouliez rajouter un petit mot, puis on donnera un mot, et le mot de la fin à Marie-Noëlle Lienemann, en l'absence du président Dumont qui vogue vers d'autres cieux. Non, parce que je vais revenir 5 minutes sur un petit sujet dont je vois qu'il a émaillé plusieurs des questions. Alors en général, quand je suis sur cette tribune, j'essaye d'être extrêmement militante de l'ensemble de l'Union sociale pour l'habitat. J'aimerais quand même là encore, qu'on essaye d'être raisonnable entre nous et unis. Le concept selon lequel il y aurait des territoriaux et des grands groupes nationaux
qui ne sont pas territoriaux est un concept qui me paraît complètement contraire à l'exercice de notre métier, quelle que soit la famille. Je ne connais aucun organisme HLM, quel que soit son actionnaire, quel que soit son territoire, qui n'est pas attaché à répondre aux habitants de ce territoire et aux collectivités locales. Donc il n'y a pas les grands groupes nationaux qui seraient la financiarisation de demain et les territoriaux qui sont les génies des Carpates. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions en plus, c'est complètement contrer une chose à laquelle nous tenons tous, qui est que nous sommes un bien de main morte, que notre sujet c'est la mission et que justement nous ne rémunérons pas nos actionnaires, nous ne rémunérons pas nos groupements et c'est ça le sujet de la lutte contre la financiarisation. À chaque fois qu'on oppose les groupes nationaux, à chaque fois qu'on dit « ah mais ceux-là, les actionnaires, ils peuvent les payer », nous allons contre nos intérêts collectifs et je pense qu'il faut aussi de temps en temps le dire. Voilà, vous avez compris Marcel Rogemont. Allez, Marie-Noëlle Lienemann. Je voulais juste plaider, pas faire le mot de la fin, parce qu'on ne va pas le faire là-dessus. Je voulais plaider pour le modèle coopératif, puisqu'on pose la question de la gouvernance près des territoires. Et puis vous nous emballez ça dans une conclusion générale. La gouvernance sur la participation des habitants. Mais j'ai conscience aussi que le modèle coopératif, qui est d'ailleurs un modèle mondial, ce modèle coopératif pose un petit problème quand on a à la fois des accédants et des locataires dans les habitants. Et comme je crois au corps intermédiaire, nous travaillons à la Fédération des coopératives pour qu'on ne perde pas la vigueur coopérative, c'est-à-dire que c'est les coopérateurs qui désignent leur collège de représentants, qui, je le rappelle, est équivalent au collège des salariés, au collège des collectivités ou des personnalités. Nous voulons absolument trouver un équilibre entre la représentation par le biais des amicales de locataires et par ailleurs pour le reste des habitants. Je crois quand même, et je crois que tout le mouvement en est conscient, que l'adossement au territoire, comme la capacité à mettre dans le coup nos locataires dans leur diversité, leurs difficultés, est un enjeu considérable parce que notre mouvement, il est d'abord fait par eux, pour eux, et il n'y a pas non plus de division nette entre une partie de nos salariés qui vivent des conditions tout à fait similaires sur le terrain avec les locataires et les organismes HLM qui seraient des gestionnaires froids. En même temps, on voit bien qu'il y a partout, dès qu'il a commencé à y avoir des problèmes d'argent et de rigueur budgétaire, la tentation de privilégier ces équilibres budgétaires par rapport à tout le travail sociétal, social, de lien avec le terrain. Et soyez convaincus que je crois que toutes les familles du mouvement sont en tout cas mobilisées pour qu'on ne perde pas ce qui fait l'âme du mouvement HLM, c'est-à-dire ce lien étroit avec les habitants, nos locataires et les territoires. Applaudissements pour Marie-Noëlle Lienemann et pour les présidents, et applaudissements pour vous-même. C'est la fin de cette séquence.